Bienvenue sur la chaîne Cold Blood Feel. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une des affaires criminelles les plus glaçantes et controversées de l'histoire judiciaire française, une affaire dont le principal suspect était un homme que personne n'aurait pu soupçonner. Imaginez, vous faites de l'autostop sur une route de campagne tranquille en France. Un homme en uniforme militaire s'arrête, sourit, vous ouvre la porte et vous propose de monter. Il semble poli, respectueux et surtout, il est militaire. Vous pensez être en sécurité. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous venez de monter dans la voiture de votre pire cauchemar. Cet homme, c'est Pierre Chanal, un sous-officier décoré, autrefois salué comme un héros, mais plus tard soupçonné d'être un tueur en série sans pitié, lié à une série de disparitions mystérieuses de jeunes hommes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cette affaire a aussi révélé les silences gênants, les protections hiérarchiques et les failles d'un système militaire et judiciaire qui a préféré fermer les yeux pendant des années. Dans cette vidéo, nous allons retracer chaque étape, des disparitions inexpliquées, à l'arrestation choquante, jusqu'à la mort inattendue de Chanal au moment même où son procès allait enfin commencer. Était-il vraiment un tueur en série, ou n'était-il que la pièce d'un puzzle bien plus vaste et obscur? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer à jamais votre vision de l'uniforme et de ceux qui le portent. Partie 1. Mourmelon, une région tranquille au cœur d'un cauchemar. Mourmelon, à première vue, n'a rien d'inquiétant. C'est un petit coin du nord-est de la France, entouré de forêts, de routes de campagne et de silence. Le genre d'endroit où les gens laissent encore leurs portes ouvertes, où les militaires en uniforme se promènent dans les cafés du village. Et pourtant, entre 1980 et 1987, au moins 8 jeunes hommes ont disparu dans ce que l'on appellera plus tard le « triangle de la mort » de Mourmelon. Tous étaient jeunes, la vingtaine, souvent appelés du contingent, parfois touristes étrangers. Aucun corps, aucune trace, aucun témoin. Dans la caserne, certains camarades murmuraient. « Tu as vu, encore un type porté disparu. Ils disent qu'il s'est barré sans prévenir, mais franchement, qui ferait ça sans son sac ni ses papiers? » Officiellement, on parlait de désertion. Officieusement, une peur sourde commençait à s'installer. Parce que les disparitions suivaient un même schéma, un jeune homme quitte la base ou le centre-ville seul, parfois en stop, puis plus rien. Disparu. À l'époque, la gendarmerie évoquait des cas isolés. L'armée se montrait discrète, presque embarrassée. Rien ne permettait, disait-il, d'établir un lien entre ces affaires. Pourtant, les familles n'étaient pas dupes. La mère de Patrice Denis, l'un des disparus, se souvient d'avoir dit aux gendarmes en charge: « Mon fils n'est pas un lâche. Il n'aurait jamais déserté. Quelque chose lui est arrivé, et vous le savez. » Mais à chaque fois, le même regard fuyant, la même phrase glaciale. « Madame, sans preuve de crime, nous ne pouvons rien faire. » Et pourtant, Mourmelon n'était pas un simple village. C'était une base stratégique, un haut lieu de formation de l'armée française. Un monde fermé, hiérarchisé, où l'image de l'institution comptait plus que la vérité. Ce qui me frappe le plus, ce n'est pas seulement le nombre de disparus, mais la façon dont chaque disparition a été traitée comme un fait divers isolé. Dans une ville où tout le monde est fiché, surveillé, contrôlé, comment 8 jeunes peuvent-ils s'évaporer sans laisser de traces? On ne parle pas de ruelles sombres à Paris, mais d'une zone ultra-structurée, où les mouvements des soldats sont enregistrés, leurs permissions notées. Le simple fait que les autorités aient si rapidement accepté l'hypothèse de la désertion, sans chercher plus loin, montre une chose: quelqu'un, quelque part, voulait étouffer l'affaire. Est-ce par négligence? Par peur du scandale? Ou pire, par complicité? Partie 2, le véhicule militaire et le visage caché de l'horreur.
Alors que l'affaire des disparitions de Mourmelon semblait doucement sombrer dans l'oubli, le destin frappa à nouveau, mais cette fois, pas pour ôter la vie. Non. Cette fois, un seul survivant allait briser le silence. Nous sommes le 9 août 1988, en plein été, sur une route tranquille près de Sainte-Menehould. L'air est lourd, le ciel bas. 2 gendarmes en patrouille, l'adjudant Gérard et le brigadier Beaucourt, font leur ronde habituelle. Rien d'anormal, jusqu'à ce qu'un Volkswagen vert olive, immatriculé à l'armée, attire leur attention. Le véhicule roule doucement. Le conducteur respecte le code, la voiture semble propre. À première vue, tout est en ordre. Mais l'instinct du gendarme Gérard, ce fameux « sixième sens » des vieux de la vieille, commence à le titiller. Tu trouves pas que cette voiture est un peu trop propre pour un engin militaire? Tu veux qu'on le contrôle? Oui. Juste au cas où. Les agents font signe au conducteur de s'arrêter. Ce dernier obéit immédiatement, se gare sur le bas-côté, coupe le moteur et descend. Il est grand, bien bâti, chemise blanche repassée, cheveux courts. Il présente ses papiers avec un calme glacial. « Bonjour messieurs. Il y a un problème. Contrôle de routine, monsieur. Vos papiers, s'il vous plaît. » Le nom sur la carte militaire, Pierre Chanal, sous-lieutenant au 4e régiment de chasseurs parachutistes, basé à Mourmelon. Rien d'anormal. Mais soudain, un bruit sourd. Un frottement discret, venant du coffre. Vous pouvez ouvrir le coffre, s'il vous plaît. Chanal hésite, juste une seconde. Puis répond d'un ton posé. C'est juste du matériel personnel. Rien d'illégal. On va quand même y jeter un œil. Le capot se soulève. Les 2 gendarmes se figent. Un jeune homme, la vingtaine, est recroquevillé à l'intérieur, menotté, bâillonné, les poignets ligotés derrière le dos avec une corde militaire. Ses yeux sont grands ouverts, injectés de sang, son visage déformé par la peur. Il s'appelle Balázs Falvey, étudiant hongrois, touriste de passage. Tremblant, incapable de parler dans l'immédiat, il est immédiatement libéré et emmené à l'hôpital. Une fois calmé, il raconte l'indicible. Il m'a proposé de m'emmener en voiture, puis il a quitté la route, a sorti un couteau, m'a attaché, m'a filmé, toute la nuit. Lors de la perquisition, les enquêteurs découvrent un couteau militaire affûté, des cordes, sangles, rubans adhésifs, certains avec des traces de sang, des gants en latex, du lubrifiant, et des accessoires à caractère sexuel. Une caméra vidéo Sony avec une cassette encore en place. Sur cette cassette, les policiers découvrent une vidéo tournée la nuit précédente. Falvey y apparaît ligoté, filmé sous un angle précis, avec une lumière bien orientée. Ce n'est pas une improvisation. C'est un scénario bien rodé. Le choc est immense. Pierre Chanal, le soldat modèle, médaillé pour ses services au Liban, reconnu pour sa rigueur, est arrêté en flagrant délit d'enlèvement, de séquestration et de violence sexuelle. La presse se déchaîne. Les gros titres s'enchaînent. Un officier respecté démasqué, cauchemar dans un coffre. Un touriste hongrois sauvé des griffes d'un prédateur militaire. Des anciens camarades de Chanal n'en reviennent pas. Pierre? Impossible. Il faisait ses pompes tous les matins à 6 heures, il ne buvait jamais une goutte d'alcool. Il était parfait. Ce qui me glace le sang dans cette affaire, ce n'est pas seulement la violence des actes, mais le calme absolu de Chanal au moment de son arrestation. Il ne proteste pas, ne panique pas. Il accepte la situation comme s'il l'avait déjà prévue. Et c'est là que réside la véritable horreur. Un homme peut mener une double vie, sans jamais éveiller le moindre soupçon, parce qu'il porte l'uniforme, parce qu'il incarne l'ordre.
Chanal n'en était probablement pas à son premier crime. Peut-être que Falvey n'était pas le premier. Il est simplement le premier à avoir survécu pour raconter l'histoire. Partie 3. Le premier procès et le silence inquiétant de l'armée. Lorsque Pierre Chanal est arrêté en flagrant délit, avec un jeune homme ligoté dans le coffre de sa voiture, tout semble clair comme de l'eau de roche. Des preuves matérielles, un témoin vivant, une cassette vidéo accablante. Tout le monde pense que la justice va suivre son cours, rapidement et fermement. Et pourtant, la France va bientôt assister à une terrible parodie judiciaire, un crime monstrueux résumé à 5 ans de prison, dissimulé derrière le rideau épais du silence militaire. 1990, un procès discret et décevant. 2 ans après son arrestation, Chanal est jugé. Mais le plus choquant, c'est que le procès ne porte que sur l'enlèvement et la séquestration de Balázs Falvey. Aucune accusation de meurtre. Aucune enquête approfondie sur les autres disparitions liées à Mourmelon. L'avocat de la défense, élégant, rhétoricien habile, déclare aux médias: « Mon client souffre peut-être de troubles sexuels, c'est vrai. Mais ce n'est pas un meurtrier. Ne confondons pas tout. » Quant à Chanal, il reste calme, maître de lui-même. Pendant tout le procès, il ne montre ni colère, ni émotion excessive. Il répond avec une logique implacable, presque troublante. « J'ai des problèmes personnels, je le reconnais. Mais je n'ai tué personne. » Il est encore en vie, n'est-ce pas? L'armée, complice ou silencieuse par intérêt. Mais ce qui choque encore plus que les propos de l'accusé, c'est le silence total de l'armée française. Aucun supérieur de Chanal n'est appelé à la barre. Aucun militaire du 4e régiment ne témoigne. Personne ne semble vouloir éclairer la justice. La journaliste Patricia Touranchot, du journal Libération, dénonce ouvertement. Comment peut-on ignorer les dizaines de jeunes disparus autour d'une même caserne, et ne pas ouvrir une enquête parallèle? Il y a quelque chose qu'on cherche à étouffer. Très vite, une rumeur enfle dans les rédactions, et si Chanal n'agissait pas seul? Et si derrière son uniforme impeccable, se cachait un réseau, au moins, une volonté institutionnelle de cacher la vérité pour protéger l'image de l'armée? En analysant l'affaire avec un œil critique, plusieurs faits sautent aux yeux. Tous les disparus sont de jeunes hommes sportifs, souvent étudiants ou militaires. Les disparitions ont lieu autour du camp militaire de Mourmelon. Aucune alerte officielle n'a été donnée par la hiérarchie militaire. Et surtout, le silence absolu face aux questions posées par les journalistes et familles de victimes. Cela pose une question dérangeante: combien de militaires ont vu, entendu ou soupçonné quelque chose, mais ont préféré se taire? Pierre Chanal était peut-être un prédateur, mais il est peu probable qu'il ait agi pendant des années, sous le nez de toute une institution, sans que personne ne voie rien. Finalement, en 1990, Chanal est condamné à 5 ans de prison ferme. Mais avec le temps passé en détention provisoire, il ne purge que 2 ans et demi supplémentaires. Une peine légère, presque insultante face à l'horreur révélée. Un chroniqueur judiciaire commente: cette sentence correspond à celle d'un agresseur sexuel isolé. Pas à un homme suspecté d'avoir fait disparaître des dizaines de jeunes. En 1995, Pierre Chanal est libéré. Il s'installe discrètement dans le sud de la France. Aucune enquête n'est relancée. Les disparitions de Mourmelon retombent dans l'oubli. La justice française avait une chance unique de mettre fin à un probable cycle criminel. Mais elle a échoué. Et si un nouvel élément n'était pas venu bouleverser l'affaire bien des années plus tard, Chanal serait peut-être resté, aux yeux du public, un simple militaire, dérangé, et non un possible tueur en série protégé par l'uniforme. Partie 4. Le retour des fantômes quand le passé ressurgit. Après sa sortie de prison en 1995, Pierre Chanal disparaît des radars.
il s'installe discrètement dans le sud de la France, loin des médias, loin des regards. Aucun mot pour les familles des victimes, aucun signe de remords. Pour beaucoup, l'affaire de Mourmelon semble être enterrée à jamais. Mais la vérité ne meurt jamais. Elle rampait dans l'ombre, attendant son heure. Les mères des disparus, les journalistes obstinés, les anciens militaires ayant vu ou soupçonné quelque chose, personne n'a vraiment oublié. Et peu à peu, les fantômes du passé refont surface. En juin 1997, soit presque 7 ans après l'arrestation de Chanal, des preneurs découvrent un squelette humain enterré à la va-vite près de Sainte-Menehould, à quelques dizaines de kilomètres du camp de Mourmelon. L'analyse ADN est formelle. Il s'agit de Patrick Gache, un jeune militaire disparu en 1987, déclaré déserteur à l'époque. Mais désormais, il ne fait plus de doute. Patrick n'a jamais fui. Il a été tué. Cette découverte relance l'affaire. La gendarmerie rouvre les anciens dossiers de disparition autour de Mourmelon. Et très vite, un schéma terrifiant apparaît. 8 jeunes hommes disparus entre 1980 et 1990. Tous âgés de 18 à 25 ans, en bonne santé, sportifs. Plusieurs d'entre eux ont disparu pendant leur service militaire au sein du même régiment. Tous sans laisser la moindre trace. Plus glaçant encore, Pierre Chanal était présent à la caserne à chaque disparition. Un enquêteur confie. Si ce n'est qu'une coïncidence, alors c'est la plus sinistre que j'ai jamais vue. À mesure que l'enquête avance, les anciens soldats brisent enfin le silence. Certains parlent de rumeurs. D'autres de comportements étranges. Une nuit, j'ai entendu des bruits bizarres dans les douches. Je suis allé voir, j'ai vu Chanal sortir seul, l'air glacé. Une fois, je l'ai vu rentrer avec un inconnu. Le gars n'a jamais été revu. Ces récits, jusque-là considérés comme insignifiants ou même fantaisistes, prennent soudain tout leur sens. La question dérangeante est simple. Comment un homme a-t-il pu commettre une série de crimes aussi graves, pendant tant d'années, sans jamais être arrêté plus tôt? La réponse tient peut-être dans le poids de l'institution militaire, dans la culture du silence et dans cette peur constante de salir l'uniforme. Peut-être qu'au fond, l'honneur de l'armée valait plus que la vie de 8 jeunes hommes. Mais désormais, les preuves sont là. Et cette fois, la machine judiciaire ne peut plus se dérober. En 1999, Pierre Chanal est de nouveau convoqué par la justice. Mais cette fois, il n'est plus seulement accusé de séquestration, il est poursuivi pour meurtre. 8 dossiers sont regroupés sous une seule procédure. Le juge d'instruction parle de « tueur en série opérant au sein de l'armée ». L'affaire est énorme. L'État ne peut plus rester silencieux. La presse le surnomme désormais le prédateur de Mourmelon. Un procès est prévu pour 2003, à Châlons-en-Champagne. Ce sera le procès de la dernière chance. 8 familles de victimes. Des témoins clés. Des preuves circonstancielles. Et un accusé qui nie tout, mais dont le passé revient le hanter. Mais juste avant que la vérité puisse enfin éclater. Partie 5. Une mort controversée, suicide ou exécution silencieuse. Nous sommes en 2003. Près de 20 ans après les premières disparitions à Mourmelon, la justice semble enfin prête à faire son travail. Le procès de Pierre Chanal est officiellement programmé. Lieu, cour d'assises de la Marne, à Châlons-en-Champagne. Date, octobre 2003. C'est le moment que toutes les familles attendaient. Elles veulent voir l'homme accusé en face. Elles veulent des réponses. Elles veulent comprendre. Mais elles n'auront jamais cette chance. Quelques jours avant l'ouverture du procès, Pierre Chanal est admis à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Il souffrirait de troubles dépressifs et refuse de s'alimenter. Mais selon le personnel médical, son état est stable.
Et pourtant, le 15 octobre 2003, vers 9 heures du matin, une infirmière entre dans sa chambre et découvre une scène glaçante. Chanal baigne dans son sang, la gorge et les poignets tranchés. Il se serait servi d'une lame de rasoir dissimulée pour se donner la mort. Ce supposé suicide secoue la France. Mais au lieu d'apporter la paix, il soulève encore plus de questions. D'où vient la lame? Les objets coupants sont strictement interdits dans ce service hospitalier. Comment a-t-il pu se trancher la gorge si profondément, sans alerter personne? Les médecins légistes parlent d'une coupure profonde, nette, maîtrisée. Difficile à réaliser sans aide ou sans entraînement. Aucune caméra dans sa chambre, aucun témoin. Personne n'a vu entrer ou sortir un inconnu. Les théories émergent. Théorie 1, un suicide pour fuir la justice. Certains pensent que Chanal voulait éviter le déshonneur public et a donc choisi de mourir plutôt que d'être humilié au tribunal. Il a contrôlé sa vie jusqu'au bout, même sa mort. Théorie 2, un assassinat déguisé. D'autres avancent une hypothèse plus sombre. Et s'il savait trop de choses? S'il allait révéler des noms, des complicités, des secrets? Peut-être qu'on a voulu le faire taire avant qu'il ne parle. Chanal est mort. Et avec lui, la vérité est partie en fumée. Pas de procès. Pas de confrontation. Pas de confession. Pour les familles des victimes, ce n'est pas une fin, c'est une trahison. Des années d'attente. Des centaines d'heures d'enquête. Et au final, rien. Le corps de Pierre Chanal est enterré discrètement. Pas de cérémonie. Pas d'hommage. Seulement quelques lignes dans les journaux. Pierre Chanal, 51 ans, est décédé avant d'être jugé pour les meurtres de plusieurs jeunes hommes. Les familles, elles, n'ont jamais obtenu justice. Pas de vérité. Pas de paix. Seulement un vide. Partie 6, un héritage sanglant, les leçons jamais tirées. Pierre Chanal est mort. Pas de condamnation. Pas d'aveu. Pas de vérité entière. Mais le plus terrifiant dans cette histoire, ce n'est pas ce qu'il a fait. C'est ce que la France et son système n'ont pas réussi à faire. France est une armée silencieuse et des vérités enterrées. Pendant près de 20 ans, Pierre Chanal a servi dans l'armée française. Il a reçu des médailles, il était respecté. Et pendant ce temps, des dizaines de jeunes hommes disparaissaient près du camp de Mourmelon. Entre 1980 et 1987, 16 disparitions. Des appelés, des autostoppeurs, des marginaux, tous jeunes, tous hommes. Mais l'armée n'a jamais tiré la sonnette d'alarme. Pas d'enquête interne sérieuse. Pas d'alerte. Et surtout, pas de remise en cause du système. On savait qu'il se passait quelque chose. Mais dans l'armée, le silence est une règle d'or. Un ancien militaire. Bien que Pierre Chanal ait été arrêté en flagrant délit en 1988 avec une victime vivante, il faudra attendre 2003 pour voir l'ouverture d'un véritable procès pour meurtre. Pendant 15 ans, il a été en liberté. Vivant dans le sud de la France. Participait à des pèlerinages, faisait du bénévolat. Comme si rien ne s'était jamais passé. Le système judiciaire, lui, a traîné les pieds. Et beaucoup de dossiers liés à Mourmelon ont mystérieusement disparu ou été classés sans suite. Quelques corps ont été retrouvés. Enterrés dans des forêts, ligotés, violés, torturés. Mais la majorité des disparus n'a jamais été identifiée. Pas de corps. Pas de réponse. Et donc, pas de deuil possible. Je ne veux pas de vengeance. Je veux juste savoir. Est-ce qu'il a eu mal? Est-ce qu'il a eu peur? Une mère, 27 ans après la disparition de son fils.
La mort de Pierre Chanal n'a pas refermé le dossier Mourmelon. Au contraire, elle l'a figé, inachevé, incomplet. Des dizaines de questions restent sans réponse. Était-il vraiment seul? Qui l'a protégé? Pourquoi l'armée a-t-elle gardé le silence aussi longtemps? Et combien d'autres victimes ne seront jamais retrouvées? Je ne peux pas dire que justice a été rendue. Je ne peux pas non plus appeler Pierre Chanal un tueur en série, puisqu'il n'a jamais été condamné. Mais il est incontestable qu'il est au cœur d'un des chapitres les plus sombres de la justice militaire française. Et dans cette affaire, le silence des institutions a fait autant de mal que les actes du tueur. Alors c'est que vous êtes peut-être l'un des derniers témoins de cette vérité. Ne les oubliez pas. Ne les laissez pas mourir une seconde fois dans l'oubli. Et surtout, n'acceptez jamais qu'on vous dise « c'est trop tard ». Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire, aussi dure soit-elle. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager ou à vous abonner. Cela aide non seulement la chaîne, mais aussi à donner une voix à ceux qui n'en ont plus. À bientôt pour une nouvelle enquête. Et surtout, n'oubliez jamais, la vérité finit toujours par remonter.